Ce cycle de conférences donné par la mission Coteaux Maison Cave de Champagne au patrimoine mondial est un cycle gratuit et ouvert à tous. Nous voulons mieux faire connaître la richesse du patrimoine champenois et les atouts qui lui ont permis d'être inscrit à l'UNESCO, et aussi partager les enjeux, les recherches et les actions de la mission. Ces conférences en ligne nous permettent de couvrir toute notre zone d'engagement auprès de l'UNESCO, c'est-à-dire l'ensemble de l'AOC. Et nous pouvons ainsi aller à la rencontre des publics qui sont attachés au Champagne et à la Champagne, qu'ils soient sur le territoire et au-delà. Nous enregistrons ces conférences et vous pouvez les revisionner à votre rythme au sein de la collection qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez scanner le QR code pour accéder à la chaîne YouTube directement en tête du cycle de conférences, et vous voyez à l'écran toutes les conférences qui sont d'ores et déjà disponibles. Notre conférence d'aujourd'hui s'intitule « Mais qui donc a inventé le champagne ?» Cette conférence aurait dû, en fait, constituer le pilier de notre collection ou le tout premier thème abordé. Le champagne mousseux, ce vin récent à l'échelle de l'humanité, a nécessité des aménagements singuliers qui ont mobilisé l'ingéniosité des vignerons et des maisons et qui ont été reconnus par l'UNESCO. C'est ce que l'UNESCO appelle la valeur universelle exceptionnelle. Et le produit lui-même, dans sa dimension universelle, immatérielle, fait partie intégrante de la candidature comme modèle des vins effervescents. Le mystère de son élaboration et de son invention participe de cette dimension immatérielle. Diverses thèses, dont une légendaire, s'affrontent. Nous allons donner la parole aux plus passionnés et aux meilleurs défenseurs de notre champagne, Jean-Luc Barbier. Quelques mots sur notre conférencier que beaucoup d'entre vous connaissent, bien sûr. Vous le connaissez, et bien sûr, vous le connaissez comme ardent défenseur de l'appellation lorsqu'il était directeur du comité Champagne, où il fut l'homme moteur et fédérateur des énergies pour mener à bien la candidature de la Champagne à l'UNESCO aux côtés de Pierre Cheval. Et son rôle de président de notre conseil scientifique à la mission UNESCO témoigne de son engagement entier pour le devenir de notre inscription. Puisque nous allons parler du mystère de l'invention du champagne, je veux maintenant vous révéler la face cachée de ce travailleur infatigable qu'est Jean-Luc. Jean-Luc est un Sherlock Holmes dont la curiosité et l'érudition sur le champagne n'a pas de limite. C'est son insatiable goût pour la vérité, ainsi que sa précision et sa rigueur de juriste qu'il a mis au service de cette question clé. C'est le préalable de tout. Mais qui donc a inventé le champagne? Je vais laisser Jean-Luc vous révéler les fruits de son enquête et lever le voile sur ce mystère, et je lui cède ma place. Merci Anne de votre propos introductif, bien trop élogieux à mon égard. Je ne suis qu'un moine soldat, tout dévoué parmi d'autres, tout dévoué à ma patrie, la Champagne. Alors c'est avec plaisir que je salue chacune et chacun qui venait de vous connecter pour suivre cette conférence. J'espère qu'elle vous intéressera autant que sa préparation m'a passionné. Qui a inventé le champagne? Voilà une question qui ne devrait pas se poser, puisque les historiens et les médias aussi nous apportent avec certitude une réponse, ou plutôt deux réponses. Pour les uns, l'inventeur du champagne serait incontestablement Pierre Pérignon. Mais pour les autres, cette invention reviendrait à l'anglais Christopher Merret. Voilà une première difficulté. Quelle est la bonne réponse? Dans un premier temps, il nous faudra examiner et vérifier les arguments qui sont avancés par les partisans de ces deux personnages. Mais une seconde difficulté va aussitôt apparaître. À l'issue d'une étude critique, la réponse de chacun des deux clans ne semble vraiment pas valable ni pertinente. Alors, si aucun de nos deux hommes, Pérignon et Merret,
né l'inventeur du champagne, qui est alors l'auteur de la découverte. Il nous faudra rechercher la vérité et tenter de répondre à cette question de manière objective et incontestable. Pour ce faire, nous allons conduire une véritable enquête, mener des investigations à partir des faits historiques disponibles. Pour ce faire, nous allons conduire une véritable enquête, mener des investigations à partir des faits historiques disponibles. Il s'agira de mettre en phase tous les éléments collectés, de dégager des convergences, de recueillir des témoignages, de trouver des connexions, de tisser un fil conducteur. Bref, il faudra assembler les morceaux d'un puzzle afin de lever le mystère. Au préalable, une évidence s'impose. L'effervescence du vin est un phénomène naturel et spontané qui a été observé depuis la plus haute antiquité. Au cours de l'hiver qui suit la vendange, il arrive que le froid hivernal stoppe la fermentation alcoolique dans les tonneaux et à la faveur de la douceur printanière, cette fermentation reprend et provoque une effervescence plus ou moins intense qui disparaît avec la fin de la fermentation. Différents documents attestent ce phénomène de l'effervescence du vin au fil des siècles. Voici quelques documents parmi les plus anciens. Voilà quelques documents, notamment vous voyez Virgile dans l'Énéide qui parle d'une coupe écumante. Le même phénomène est observé au cours du Moyen-Âge par différents auteurs. Par exemple, un personnage dans une pièce de théâtre écrite par Jean Bodel au début du XIIIe siècle s'exclame, vous le voyez, vois comme il mange chamousse et saute et étincelle et frétille, garde-le un peu sur la langue et tu sortiras certainement un vin extraordinaire. Les vins de Champagne présentent aussi cette effervescence naturelle et spontanée qui se manifeste au moment du service et de la consommation du vin. Voilà quelques exemples. Dans son poème « La bataille des vins », rédigé en 1223 ou 1224, Henri d'Andelys désigne un vin sous le nom de, je cite, « Messire Pétard ». En 1320, un autre vin de Champagne est présenté dans un poème de Vatriquet de Couvin comme, je cite, « sur la langue piquant ». Au début du XIVe siècle, un autre auteur décrit des vins, je cite, « frémiants », c'est-à-dire en vieux français « frémissant », et, je cite, « friand », venant du terme « frire », donc c'est-à-dire bouillonnant, pétillant. Puis dernier exemple, dernière citation, en 1524, Louis Vassé, un médecin installé à Châlons, écrivait, je cite, « Le vieux Bacchus en soigne les vins pétillants, dont l'usage est une noble joie. » Alors, ces vins effervescents de Champagne ou d'ailleurs sont parfois appréciés et des modes apparaissent. En France, en 1571, dans un traité de médecine, un auteur, Dufour de la Crespelière, vante les mérites des vins, je cite, « pétillants dans le verre ». Et il cite le vin de Reims parmi plusieurs autres. Dans sa remarquable thèse, l'historien Benoît Musset mentionne une telle mode en Italie à la fin du XVIe siècle. Et il cite notamment le médecin italien Alessandro Petronio, qui a écrit en 1581, vous le voyez, quand le vin est libéré, alors libéré du tonneau, et qu'on le met dans un quelconque récipient de verre, il envoie vers la surface ses esprits jusqu'à leur contenu est quasiment rendu furieux, comme si des portes s'étaient ouvertes ou qu'un porche se fût rompu. Et il jette en même temps à l'extrémité du flacon, donc du verre, grande quantité d'écume pleine de ces esprits enflammés, lesquels, courant et sautillant ça et là, se heurtent les uns les autres, ils piquent légèrement la langue parce que ces mêmes esprits ont jusqu'alors été enfermés et quasiment tenus au repos. Selon un autre Italien, Augustin Gallo, dans son ouvrage « Secret de la vraie agriculture », publié en 1572, ce vin italien était produit volontairement. Son effervescence était recherchée par les producteurs. C'était en fait un vin bourru, un vin qui poursuit son effervescence lorsqu'il est mis dans des bouteilles au moment de la consommation. Plusieurs documents conduisent à penser que le vin de Champagne effervescent a bénéficié d'une telle mode. Dans l'art de bien traiter, sous-titré « Ouvrage nouveau, curieux et fort galant, utile à toute personne », un ouvrage très intéressant, très bien documenté,
publié pour la première fois en 1674, l'auteur anonyme de ce traité fait l'éloge du vin de Champagne. Le vin de Champagne, je cite, « Quand il n'a point ce grand verre dont quelques débauchés font tant d'estime, car il ne faut pas tant se fier à cette manière de vin qui est toujours en furie et qui bouillonne sans cesse dans son vaisseau. Pâques passé, c'en est fait. Souvent, après tant d'orages réitérés, il ne retient de tout son feu qu'un verre fort déplaisant et fort indigeste. » Alors, ce texte fait référence à un vin effervescent de Champagne qui est, je cite, en furie et qui bouillonne sans cesse dans son vaisseau. Le vaisseau, c'est-à-dire la bouteille ou même le verre, selon Benoît Musset. Il s'agit certainement d'un vin blanc, même si la précision n'est pas donnée. Et c'est un vin qui est estimé, je cite, par quelques débauchés. Des témoignages similaires sont apportés par Saint-Évremont. Cet écrivain philosophe et bon vivant, fin gastronome, s'est exilé à Londres pour éviter les foudres du roi, et notre homme apprécie beaucoup les vins blancs de Champagne. Dans une lettre adressée à son ami le comte d'Olonne en 1671, Saint-Évremont déplore, je cite, « les modes de goût qu'introduisent de faux délicats ». Dans une autre lettre, en 1701, adressée à Lord Galloway, il lui recommande d'acheter des vins de Champagne, je cite, « de la façon qu'on les faisait il y a 40 ans avant la dépravation du goût ». C'est donc autour des années 1660 que des vins de Champagne effervescents sont appréciés par quelques buveurs excentriques, et même l'auteur de l'Art du bien traité parle de débauchés. L'historien Jean-Pierre Devroy mentionne expressément l'un de ces vins. Il est dénommé ce vin Tocane d'Ailly, et ce vin blanc connaît un certain succès dans les années 1675. C'est un vin bourru produit par quelques vignerons à Ailly et dans les communes les plus proches. Un auteur, à l'époque, le décrit comme, je cite, « très violent, qui possédait une verdeur qui le faisait estimer ». En 1700, dans sa pièce de théâtre « Les Trois Cousins », Florent Carton d'Ancourt écrit, je cite, « c'est un vin nouveau de Champagne, surtout d'Ailly, qui se boit dès qu'il est fait et ne peut se garder plus de 6 mois. » Je vous propose maintenant de faire un point d'étape avec 2 constatations. Première constatation, l'effervescence des vins depuis la haute Antiquité et tout au cours du Moyen-Âge, en Champagne comme ailleurs, était une effervescence naturelle et spontanée. C'est aussi une effervescence qui est subie par les producteurs. Seconde constatation, l'effervescence des vins italiens à la fin du XVIe siècle et celle des vins de Champagne à partir des années 1660 est différente. Certes, elle est également naturelle et spontanée, mais elle n'était pas subie. Elle était au contraire recherchée par les producteurs qui voulaient satisfaire la demande de quelques amateurs. Mais dans tous les cas, l'effervescence restait aléatoire et éphémère. L'effervescence du champagne mousseux, que nous allons voir, est distincte et particulière. Elle est le résultat d'un processus innovant et complexe d'élaboration qui est en rupture complète avec les pratiques vinicoles de l'époque. Il est temps désormais d'entrer dans le cœur de notre sujet afin de répondre enfin à la question « Qui a inventé le champagne ?» Il convient d'abord de réfuter Pierre Pérignon et Christopher Méret. Commençons par Pierre Pérignon. Les témoignages en faveur de celui qui fut procureur de l'abbaye d'Auvillers, depuis son arrivée en 1668 jusqu'à son décès en 1715, ces témoignages sont anciens, innombrables et incessants. Voici quelques propos parmi les émetteurs les plus crédibles. Sandrine Krikorian, professeur à l'université d'Aix-Marseille, dans son ouvrage « Héros à table », affirme, je cite, « Le champagne mousseux a été inventé par Pierre Pérignon. » Au cours d'une émission télévisée, Secret d'Histoire,
Jean-Christian Philippe, une émission consacrée au régent Philippe d'Orléans, Jean-Christian Petit-Fils, auteur de nombreux ouvrages de référence, notamment la biographie de plusieurs rois de France. Jean-Christian Petit-Fils déclare « Le régent aime le champagne inventé par Dom Pérignon ». Dans son Histoire du vin, qui fait référence, publié en 2017, Didier Nourisson écrit que Dom Pérignon, je cite, « a doté son abbaye d'un excellent vin effervescent ». Et puis Marcel Lachivert, dans sa monumentale Histoire du vin français, publiée en 1988, affirme « L'art de Dom Pérignon a été de maîtriser cette mousse et de l'obtenir à peu près tous les ans par ses assemblages subtils de raisins. » Et Marcel Lachivert glorifie, je cite, « le père spirituel du champagne ». Et il conclut, dithyrambique, je cite, « Son nom s'identifie tellement à celui du champagne qu'il doit rester accolé jusqu'à la fin des temps. » Ouf, on pourrait continuer la liste. Alors, quant aux médias, c'est un flot de louanges permanents qui parcourt le monde entier. Mais force est de constater que tous ces propos, aussi élogieux qu'unanimes, ne reposent sur aucune preuve. Dom Pérignon, inventeur du champagne, c'est une légende. À l'origine de cette légende, il y a une lettre datée du 25 octobre 1821, rédigée par Don Grossard, qui est le dernier procureur de l'abbaye d'Auvillers, qu'il a quitté avec tous les autres moines dans la tourmente révolutionnaire. À son correspondant, un bourgeois d'Ailly, Don Grossard écrit, je cite, « C'est le fameux Dom Pérignon qui a trouvé le secret de faire le vin blanc mousseux. Les Champenois ont trouvé leur héros. » En 1932, vignerons et négociants célèbrent en procession à Auvillers, dans le parc de l'abbaye, je cite, le 250e anniversaire de la découverte du champagne par Dom Pérignon. En 1952, c'est le comité interprofessionnel du vin de Champagne qui fête en grande pompe la mémoire du célèbre moine initiateur du vin de Champagne. Et vous avez sur cette reproduction d'une carte postale la mise en scène réalisée par le musée du Champagne à Épernay, le premier musée qui avait été inauguré en 1956. Une caution scientifique est apportée par René Gandillon. René Gandillon fut longtemps directeur départemental des archives de la Marne, puis inspecteur général des archives de France. Et dans sa magistrale biographie de Dom Pérignon, intitulée « Naissance du champagne », publiée en 1968, il s'enthousiasme devant, je cite, « la science du révérend père pour obtenir un excellent vin mousseux ». Pour autant, notre moine n'a jamais rien avoué et nous ne disposons d'aucune preuve en sa faveur. Bien au contraire, tout contribue à conclure que Dom Pérignon n'a rien à voir avec l'invention du champagne. D'abord, l'affirmation de Don Grossard, qui intervient quand même plus d'un siècle après la mort de Dom Pérignon, cette affirmation n'est étayée par aucune précision. Il ne dit rien, pas un mot sur ce prétendu secret. De plus, le frère Pierre, le fidèle élève et successeur direct du père Pérignon au poste de procureur de l'abbaye, le frère Pierre explique dans ses écrits le travail de vigneron et de vinificateur qui a été conduit par son maître, mais il ne fait aucune mention d'un quelconque vin mousseux produit par l'abbaye à cette époque. François Bonal, que j'ai bien connu, ancien délégué à l'accueil du CIVC, dans deux ouvrages, en particulier Dom Pérignon, Vérité et légende, publié en 1995, réfute tout ce qui a été attribué à Dom Pérignon. Non, il n'a pas inventé le champagne. Non, il n'est pas le premier à pratiquer l'assemblage des raisins. Non, il n'a pas introduit le liège en Champagne. Et même, non plus, Dom Pérignon n'était pas aveugle. Jean-Robert Pitt, universitaire illustre, auteur de nombreux ouvrages sur les vins et la gastronomie, dément catégoriquement toute implication de Dom Pérignon. Dans l'un de ses ouvrages, il écrit, je cite, « Attribuer l'invention de la champagnisation à Dom Pérignon
relève d'une tentative de récupérer au profit d'un Français une invention qui continue si bien à enrichir une région et à améliorer la balance commerciale d'un pays. Certes, Pierre Péregnon n'a pas inventé le champagne, mais il faut quand même lui reconnaître les plus grands mérites. Il a recours à des pratiques viticoles innovantes et qualitatives. C'est un vinificateur talentueux qui élabore des vins réputés et vendus les plus chers. C'est enfin un excellent commerçant. Dans un billet adressé au syndic de la ville d'Épernay le 26 septembre 1684, il annonce, vous le voyez, la livraison, je cite, de 26 bouteilles de vin, le meilleur du monde. Quel péché d'orgueil! Dom Pérignon n'avait rien d'un moine paillard et bon vivant. C'est au contraire un homme très pieux et austère qui a été inhumé dans l'église abbatiale. Après avoir déboulonné la statue de Dom Pérignon, tant banale que Pitt invoque une découverte anglaise. Jean-Robert Pitt est catégorique. Je le cite, « Il est aujourd'hui admis que la prise de mousse provoquée, à défaut d'être pleinement contrôlée, du champagne est une invention anglaise de la fin du XVIIe siècle. » Et les médias anglais en rajoutent, bien sûr, comme vous le voyez, un extrait de quelques titres de la presse anglaise ou de la presse repris par la presse française. Alors, selon ses partisans, le vrai inventeur serait Christopher Meray. L'homme est un médecin et naturaliste très éclectique, auteur de nombreux travaux aussi variés que succincts. La pièce à conviction, la preuve de la découverte qui est brandie par les partisans de Meray, est un mémoire manuscrit de 8 pages qui date de 1662 et qui est intitulé « Quelques observations concernant le service des vins présenté à la Royal Society de Londres ». Dans ce mémoire, vous en avez un extrait ici, à droite. L'auteur entend corriger la couleur, l'odeur et le goût de vins défaillants en ajoutant du sureau, du miel, du gingembre, des racines de betterave rouge afin de rendre les vins plus buvables, plus consommables. À la fin du document, Meray écrit, je cite, « Les marchands anglais de notre époque mettent de vastes quantités de sucre et de mélasse dans toutes sortes de vins pour les rendre vifs et pétillants. » Si Meray mentionne dans son mémoire de nombreux vins de différentes origines, par contre, nulle part il ne cite le vin de Champagne. Dès lors, Meray ne saurait être l'inventeur du champagne. Il n'est même pas l'inventeur de cette adjonction de sucre et de mélasse dans les vins, puisqu'il attribue lui-même cette pratique aux, je cite, marchands anglais. Une pratique d'ailleurs déjà en usage au XVIe siècle, notamment à Venise et aux Pays-Bas espagnols. Comme le confirme l'auteur anonyme d'un traité publié à Londres en 1675, qui est cité par André Simon, il s'agissait d'adoucir des vins acides, de masquer les défauts en ajoutant d'énormes, je cite, d'énormes quantités de sucre et de mélasse au moment de mettre les vins en bouteille avant de les servir à table. C'est un artifice, un subterfuge qui intervient au moment de la consommation. C'est un mode de consommation. En tout cas, ce n'est pas une technique de production ni une méthode de vinification. Avec de telles falsifications, les vins vendus par ces marchands anglais
perdaient la typicité liée à leur terroir d'origine et prenaient la consistance d'une sorte de sirop sirupeux et épais qui ne permettait plus de distinguer un vin d'un autre et qui ne présentait sans doute même pas les caractéristiques d'un véritable vin. Aucun document ne vient attester que le vin de Champagne aurait subi un sort aussi déplorable. On peut même être sûr du contraire. À cette époque, en Angleterre, la mode est au vin blanc de Champagne, tant vanté dans les salons londoniens par Saint-Évremont. Vendu plus cher que tous les autres vins, ce vin blanc de Champagne bénéficie d'une réputation de qualité, d'élégance et de raffinement. De retour à Londres en 1660, vous le voyez ici à gauche, après son exil à Paris durant la République de Cromwell, le roi Charles II impose à sa cour ce vin blanc de Champagne et la consommation se développe ensuite dans toute l'aristocratie et même la haute bourgeoisie. Et l'engouement pour ce vin blanc de Champagne se poursuit sous le règne du très francophile Jacques II, le voyez ici à droite, qui régna de 1685 à 1689. Comme en France à la même époque, il arrive que ce vin blanc de Champagne reprenne outre-Manche sa fermentation, qui a été incomplètement effectuée dans les tonneaux après la vendange. Le vin garde alors cette effervescence lors du service en bouteille et dans les verres au moment de la consommation. Et comme en France, quelques cercles d'amateurs apprécient cette effervescence. Quelques témoignages dans une comédie intitulée The Man of the Mode, George Etheridge, écrit en 1676, vous le voyez, ici, les plaisirs de l'amour et les joies du bon vin, nous les unissons chaquement pour parfaire notre bonheur. Alors que le champagne étincelant, en anglais sparkling champagne, mais le mot sparkling n'a pas le sens qu'il a aujourd'hui, ranime rapidement les pauvres amants languissants, il nous rend folâtres et joyeux et noie tous nos chagrins. Une autre citation, un autre auteur, Georges Farquhar, en 1691, écrit « Le champagne est un bon vin que tous les dandys boivent pour avoir de l'esprit. Regardez comme il frétille et chuchote dans le verre. » Et vous avez l'expression en anglais. Pour répondre à cette mode, présente en Angleterre comme en France, essentiellement quand même à Paris et à Londres, quelques producteurs de vins de Champagne se sont efforcés de susciter cette effervescence, de faire en sorte qu'elle ne soit plus aléatoire et évanescente, mais au contraire certaine et permanente. L'objectif était de passer d'une effervescence naturelle et spontanée à une effervescence provoquée et maîtrisée. Nous en arrivons alors à la naissance du champagne mousseux. 5 étapes successives jalonnent l'évolution vers une effervescence provoquée et maîtrisée. Première étape, la conception d'un vin nouveau, le vin gris. Depuis l'origine de la vinification en France et ailleurs, on fait du vin rouge avec des raisins noirs et on fait du vin blanc avec des raisins blancs. À partir des années 1650, un processus innovant d'élaboration est progressivement mis au point en Champagne. Il consiste à produire un vin blanc, presque blanc, à partir de raisins noirs. Et pour distinguer ce nouveau vin des autres vins, il est dénommé vin gris. Depuis la plantation de la vigne, sa culture, la cueillette des raisins et la vinification, c'est une succession de pratiques nouvelles. Le moment déterminant est le pressurage. Il faut éviter que la pellicule des raisins noirs ne colore le jus blanc qui s'écoule de ces raisins. Cette technique de pressurage, mise au point à cette époque, est aujourd'hui toujours la même. Et le champagne, à l'exception
du blanc de blanc est toujours élaboré à partir de raisins noirs. Pinot noir et meunier composent toujours plus de 2/3 de l'encépagement champenois. Dans son traité « Manière de cultiver la vigne et de faire le vin en Champagne », publié en 1718, Jean Godinot, chanoine de la cathédrale de Reims et propriétaire de vignes à Bouzy et à Verzenay, décrit l'élaboration du vin destiné à la mousse. Seconde étape, après la conception d'un nouveau vin, le vin gris, seconde étape, la mise en bouteille de ce vin gris. Les élaborateurs constatent que ce vin gris se conserve mieux et même se bonifie lorsqu'il est mis en bouteille. À cette époque, et depuis toujours, en France et ailleurs, tous les vins étaient mis dans des grands contenants, des outres, des jarres, des amphores, puis des tonneaux. Le vin est vendu peu après la vendange dans ces mêmes récipients et il n'était mis dans une bouteille qu'au moment du service, juste avant la consommation. Contrairement à cet usage en vigueur, pour tous les autres vins, le vin gris est mis en bouteille après un rapide passage en tonneau à la suite de la vendange. Et ce vin gris est conservé dans ces bouteilles chez les élaborateurs. Les bouteilles sont ensuite vendues après plusieurs années issues de la vendange d'origine. C'est donc une technique, une méthode nouvelle d'élaboration que de mettre le vin aussitôt en bouteille après un rapide passage en tonneau à l'issue de la vendange. Adam Bertin du Rocheret, vigneron, courtier et négociant à Épernay, écrit en 1711 que le vin gris, vous le voyez, je le cite, est toujours meilleur en bouteille qu'à la pièce. Et le chanoine Godinot ajoute que le vin se conserve très bien 4, 5 et même 6 années dans le flacon de verre. Le tirage en bouteille du vin gris et son vieillissement dans les bouteilles constituent le support d'un processus d'élaboration. Troisième étape, après le vin gris, la mise en bouteille, troisième étape, rendre le vin mousseux. En 1718, Jean Godinot écrit, je cite, « Depuis plus de 20 ans, le goût des Français s'est déterminé au vin mousseux. » C'est donc à partir des années 1695 qu'apparaît le champagne mousseux, un vin que les élaborateurs s'efforcent de rendre effervescent dans le but de répondre à la demande des consommateurs. Après bien des tâtonnements, 3 moyens ont été détectés pour susciter l'effervescence. Premier moyen, la période du tirage du vin en bouteille. Les élaborateurs s'accordent pour retenir une période comprise entre la fin du mois de mars et le début du mois de mai qui suivent la vendange. Une fermentation incomplètement effectuée durant l'hiver reprend plus facilement en bouteille à la faveur des températures printanières. Premier moyen, période du tirage du vin en bouteille. Deuxième moyen, pour susciter l'effervescence, le niveau de maturité des raisins. Les élaborateurs observent que des raisins insuffisamment mûrs favorisent l'effervescence du vin. Jean Godinot affirme, je cite, « 3 ou 4 mois après la mise en bouteille, le vin se trouvera mousseux, particulièrement s'il a du vert et un peu de force. » Les raisins blancs de la côte d'Avise, qui ne s'appelait pas encore côte des Blancs, ces raisins blancs sont alors recherchés et entrent dans la composition du vin destiné à la mousse. Adam Bertin du Rocheret, vous le voyez, a la dent un peu dure à l'égard de ces raisins blancs de la côte d'Avise. Et vous voyez cette citation, frénétique invention du vin mousseux, produisait un petit vin aigre d'un goût rêche qui le faisait réputer un des moindres du pays. Mais depuis la manie du saute-bouchon, cette abominable boisson, encore plus redoutante par un acide insupportable, se vend à des prix faramineux.
Troisième support moyen pour susciter l'effervescence, après la période du tirage du vin, le recours à des raisins insuffisamment mûrs, c'est l'assemblage des crus. Pour compenser l'extrême verdeur des vins de la Côte d'Avise, les élaborateurs diversifient l'origine des crus de raisins noirs en procédant à des assemblages. Le frère Pierre, que l'on a évoqué à l'instant, estime, je cite, « Les vins sont formés par le mélange des cantons les plus fins de chaque espèce de terrain. » Donc, assemblage des crus. Quatrième et dernière étape, une bouteille et un bouchon spécifique. La bouteille et le bouchon sont véritablement deux instruments, deux outils de travail indispensables pour effectuer le processus d'élaboration. Commençons par la bouteille. Une bouteille particulière est définie par les élaborateurs. Cette bouteille est commandée, elle est fabriquée par les verreries de l'Argonne qui est proche, à partir des dernières années du XVIIe siècle. Cette bouteille est d'une couleur foncée pour préserver la qualité du vin et masquer aussi le dépôt. Il faut un verre solide, d'une épaisseur régulière, qui résiste à la pression du vin dans la bouteille. Le haut du col et l'embouchure doivent favoriser l'expulsion du dépôt et une bague est nécessaire pour le ficelage du bouchon. Les élaborateurs font évoluer la forme de la bouteille à plusieurs reprises afin qu'elle soit bien adaptée aux spécificités de l'effervescence. D'abord en forme de pomme, la bouteille prend les contours d'une poire dans les années 1715 avant d'aboutir vers 1770-1780 à une allure proche de la forme actuelle. C'est une bouteille spécifique pour le champagne mousseux de conception originale, totalement différente de toutes les autres bouteilles utilisées pour les vins tranquilles. Après la bouteille, le bouchon. Les premières bouteilles de vin gris étaient bouchées à l'aide d'un broquelet, c'est-à-dire une cheville en bois très dure, c'était du chêne, entourée d'étoupes de chanvre ou de lin, graissée avec du suif, et le tout assez souvent recouvert de cire. Le bouchon de liège commence progressivement à être utilisé à partir des années 1690-1695. Les élaborateurs définissent également les caractéristiques d'un bouchon particulier, d'une forme et d'une longueur bien distinctes des bouchons destinés aux autres vins. Enfin, dernière étape dans notre processus, c'est maîtriser la mousse. La plus grande incertitude demeurait quant au résultat recherché. En dépit du choix de la date de tirage en bouteille, de l'assemblage des vins, l'effervescence restait aléatoire et incertaine. Et lorsqu'elle est présente, son intensité reste très variable d'une année à l'autre, d'un élaborateur à l'autre, et même, parfois, d'une bouteille à l'autre. Selon le cas, le vin était déclaré par les élaborateurs, il y avait tout un vocabulaire, grand mousseux, donc là, effervescence exubérante, saut de bouchon, bon mousseux, demi-mousseux, crémant, moussailleux, moustillant, pétillant ou sablant, et après, on reste au niveau d'un vin tranquille. L'effervescence n'est pas apparue. L'adjonction de sucre lors du tirage du vin en bouteille, afin de provoquer l'effervescence ou de relancer une effervescence languissante, cette adjonction de sucre semble être pratiquée seulement à partir des années 1770. Il faudra attendre les recherches en 1837 du pharmacien chalonnais Jean-Baptiste François, vous le voyez ici à gauche, mais aussi, peut-être même surtout, les travaux en 1874 d'Edmond Jules Mauméné, professeur de chimie à Reims. Il aura fallu attendre ces travaux de recherche pour déterminer la quantité exacte de sucre à utiliser lors du tirage du vin en bouteille, en tenant compte de la quantité de sucre résiduel
issus de la fermentation alcoolique incomplètement réalisée lorsque le vin était en tonneau. De façon à éliminer le dépôt formé dans la bouteille, les élaborateurs ont d'abord procédé à ce qu'ils appelaient le dépotage. Le dépotage consistait à transvaser le vin de la bouteille d'origine dans une bouteille vide. Ils eurent ensuite recours à des tables de remuage à partir des années 1780. Et puis ensuite est mis au point le dégorgement vers 1795, vous le voyez, un dégorgement sur la photo de droite. Par la suite, à la suite des travaux de Louis Pasteur, des levures sélectionnées propices à la prise de mousse commencèrent à être utilisées à partir des années 1880. Enfin, une étape majeure est intervenue dans les années 1900-1920. La vinification sera désormais conduite de telle sorte que le sucre résiduel issu des raisins soit totalement épuisé, que la formation alcoolique soit pleinement terminée. Dans les tonneaux, les élaborateurs pouvaient ensuite effectuer et maîtriser parfaitement la seconde fermentation du vin dans la bouteille. Vous le voyez, c'est un processus complet, sophistiqué d'élaboration qui a été conçu et mis au point, un processus qui a été dénommé méthode champenoise. C'est un savoir-faire conçu par les champenois qui a été ensuite repris et utilisé pour produire d'autres vins mousseux à partir des années 1810-1820 en France et dans d'autres pays du monde. J'en arrive à la conclusion. Vous l'aurez compris, le champagne, la découverte du champagne n'est pas sortie brusquement du cerveau d'un quelconque Archimède. Pierre Pérignon est un homme remarquable qui mérite certainement le panthéon champenois, mais il n'est pas l'inventeur du miracle de changer le vin tranquille en vin mousseux. Christopher Meray n'est pas le père du champagne, et le champagne n'est pas une invention anglaise. Élémentaire, mon cher Watson. Pour autant, les deux hommes n'ont pas fini de faire parler d'eux, comme en témoigne cette bande dessinée qui met en scène, dans un combat acharné, Dom Pérignon et Christopher Meray. La vérité qui s'impose est toute simple, logique, pleine de bon sens. Le champagne est une création collective, l'œuvre commune et solidaire de plusieurs générations de champenois, laborieux, anonymes, chacun apportant une pierre à l'édifice en construction, avec ingéniosité et persévérance, l'empirisme faisant place à la technique et à la science, d'innovation en innovation, dans la définition d'une méthode spécifique et originale d'élaboration des vins. Cette magnifique épopée de la création du champagne, sans équivalent dans le monde, est un élément constitutif de la valeur universelle exceptionnelle reconnue par l'UNESCO lors de l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette évocation, qui reste quand même sommaire et synthétique, vous aura convaincu. Et je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Votre classe. Ah oui. On a terminé les questions. Oui. Nous n'en avons pas encore. Voilà, nous n'avons pas encore de questions. Donc, en attendant qu'on ait des questions, d'abord, je voudrais remercier Jean-Luc Sherlock Holmes. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, on a une première. D'accord. Alors, on a des questions qui arrivent, c'est super. Je vais attendre que toutes ces questions soient arrivées. Merci beaucoup pour vos questions. Je vais, en attendant d'avoir toutes les questions et pour laisser Jean-Luc y réfléchir, je vais vous donner vos prochains rendez-vous.
qui auront lieu le 13 avril à 18h30. J'ai vu dans le chat que vous, les participants d'aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, vous êtes majoritairement pour ça. Cette heure vous conviendrait très bien. Il nous faut consulter aussi les gens qui viennent à 18h30 pour nous assurer que nous avons un partage équitable. Mais je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à ce petit questionnaire. Je vous donne donc rendez-vous le 13 avril à 18h30. Vous aurez deux possibilités. La première, c'est d'aller directement au musée d'archéologie régionale du vin de Champagne à Épernay pour assister à la conférence en direct. Et cette conférence sera aussi retransmise en ligne. Son intitulé sera le musée d'Épernay, lieu d'incarnation et de mise en valeur de la Champagne au patrimoine mondial. Et pour nous en parler, nous aurons Laure Ménétrier, qui est conservatrice et directrice du musée, et aussi, par ailleurs, membre du conseil scientifique. Et puis, sous ce même format de présentiel et de distanciel, nous aurons une conférence le 25 mai à 18h30, donc en direct du musée d'Épernay, sur l'histoire environnementale du vignoble de Champagne des années 1650 aux années 1830 par l'historien Benoît Musset. Et cette conférence se tiendra dans le cadre de la journée de la biodiversité. Alors, on a déjà pas mal de questions. On va y répondre. Alors, on va y répondre. Jean-Luc, je vous laisse la place devant le micro. Donc, pour que tout le monde, si les uns ou les autres, vous n'êtes pas allés dans le chat, on a une première question qui est « Je croyais que les Anglais avaient mis au point la bouteille épaisse du champagne. » Alors, parlons de la bouteille et du bouchon d'ailleurs. Il est vrai que les Anglais ont les premiers conçu une bouteille en verre solide, avec l'utilisation de charbon et non plus de bois pour fabriquer ces bouteilles. Donc, des bouteilles en verre solides ont été fabriquées par les Anglais. De même, les Anglais, vraisemblablement, ont utilisé pour leur vin, pour les vins mis en bouteille, quelle que soit leur origine, mis en bouteille en Angleterre, le bouchon de liège, avant que le liège soit utilisé en France. Mais ce n'est pas parce que les Anglais ont inventé une bouteille solide et utilisé un bouchon en liège qu'ils ont pour autant inventé le champagne. La bouteille solide, elle était fabriquée également en argonne. Elle était utilisée par les Champenois. Le bouchon en liège, il était aussi utilisé par les Champenois. Donc, oui, les Anglais ont mis au point des bouteilles résistantes, solides, pour tous les vins, quelle que soit leur origine. Oui, ils ont utilisé le bouchon en liège pour boucher les bouteilles, mais l'invention de la bouteille et l'utilisation, la mise au point d'une bouteille solide et l'utilisation d'un bouchon en liège ne font pas l'invention du champagne. Ce sont deux choses différentes. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une autre question. Quel serait le lien avec la libération royale du transport des vins en bouteille au XVIIIe siècle? Alors, il y a une ordonnance que l'on cite souvent, une ordonnance de 1728 du roi Louis XV qui autorise la circulation du vin gris en bouteille à destination de la Normandie en vue d'une expédition vers l'Angleterre. Mais ça n'est pas une autorisation générale de mettre le vin en bouteille. Le vin en bouteille, en Champagne, c'était une pratique très marginale, mais qui est apparue à partir des années 1620-1630. La ville d'Épernay offrait à ses hôtes du vin en bouteille. Dans les archives municipales de la ville d'Épernay, on trouve référence à des vins qui sont offerts, qui sont en bouteille et qui circulent en bouteille. Donc, le champagne circulait en bouteille avant cette ordonnance de 1728
qui concernait cette ordonnance exclusivement une région de Normandie et les vins destinés à l'Angleterre. Alors, j'ai une autre question. Dom Pérignon, inventeur de l'assemblage, est également un mythe. Oui. On lui attribue souvent, aujourd'hui encore, le fait d'avoir su le premier goûter les grains de raisin de parcelles différentes avant d'initier les assemblages. Oui. Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, l'assemblage est une pratique très ancienne, notamment dans les abbayes, parce que ces abbayes récoltaient des raisins issus de plusieurs communes, quelquefois assez éloignées l'une de l'autre, et évidemment, ces raisins étaient mêlés sur le pressoir au moment du pressurage. Donc, l'assemblage de raisins lors du pressurage est une pratique ancienne en Champagne et qui s'appliquait à des vins qui, à l'origine, étaient simplement des vins tranquilles. Quant à Dom Pérignon qui goûtait les raisins, peut-être, mais je pense qu'il n'était pas sûrement le seul à goûter les raisins. Mais oui, sans doute, je crois qu'il y a une peinture ou une gravure qui représente Dom Pérignon goûtant les raisins qu'il avait laissés sur le rebord de sa fenêtre. Bon, oui, Dom Pérignon goûtait les raisins, mais sûrement pas le seul à goûter les raisins. Alors, une question qu'on attendait. Il semble que les AOC Limoux et Clairette de Die revendiquent également la naissance de l'effervescence. Peut-on porter crédit à ces affirmations? Alors, Limoux, oui, bien sûr. Nos amis de Limoux ont deux revendications. La première, mais je pense qu'ils l'ont abandonnée, mais on la voit encore apparaître régulièrement dans des médias. Il y a même un film qui est en cours de réalisation à Limoux qui met en scène Dom Pérignon, qui serait parti au départ de son abbaye d'Auvillers, serait parti en Espagne pour aller chercher du liège pour boucher ses bouteilles. Et sur le retour, il se serait arrêté à Limoux et les moines de l'abbaye Saint-Hilaire à Limoux lui auraient piqué la recette de faire un vin effervescent, de faire du champagne. Tout cela ne tient pas debout. Il est évident, tous les documents l'attestent, que Dom Pérignon n'a jamais mis les pieds ni en Espagne ni à Limoux et qu'il n'a jamais quitté son abbaye. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la blanquette de Limoux fait valoir deux documents, l'un qui date de 1531 et l'autre de 1544, qui mentionne l'achat par le sieur d'Arc de, je crois, c'est 4 pintes de blanquette. Et sur la base de cette citation, les flasques de blanquette, les producteurs de Limoux prétendent que le vin était effervescent. Pas du tout. La blanquette, c'est un cépage. Donc, les pintes de blanquette étaient des bouteilles de vin issus du cépage blanquette. Et ce vin n'était pas effervescent. Les premiers documents qui témoignent de l'effervescence à Limoux datent des années 1820, comme dans d'autres régions en France. Donc, tous ces éléments-là, effectivement, à force d'être répétés, repris par les médias, prennent de la consistance et quelquefois, la légende, comme pour Dom Pérignon, risque de l'emporter sur l'histoire. Mais ça n'est pas le cas. Alors, une dernière question. Le sparkling champagne est-il bien lié au bouchon des Anglais ou à l'inventeur de Châlons en Champagne? Je crois que vous avez déjà répondu à tout ça à travers de votre conférence. Et à quelle date, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas qui est BC. BC, vous pouvez préciser votre question? Béatrice Couvreur. Béatrice, est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Je vois aussi quelqu'un qui a remarqué que finalement, le champagne se serait inventé tout seul.
c'est effectivement la conclusion d'un historien anglais. Effectivement, la propension du champagne à l'effervescence, mais c'est une propension qu'on a retrouvée pour d'autres vins à d'autres époques. Enfin, bon, cette propension était naturelle et spontanée, donc d'une certaine façon, on peut dire que le champagne s'est inventé tout seul, mais ensuite il a été domestiqué en quelque sorte par une série de plusieurs générations d'élaborateurs. Alors, Béatrice a précisé sa question. Le bouchon anglais. Le bouchon anglais précède-t-il le bouchon champenois? Non, enfin oui et non. Les Anglais, lorsqu'ils mettaient du vin en bouteille avant la consommation, mettaient un bouchon. Mais à la même époque, en Champagne, lorsqu'on mettait du vin en bouteille, on mettait aussi un bouchon. Donc, tout vin mis en bouteille avait un bouchon. Et donc, je citais tout à l'heure des vins en bouteille qui étaient expédiés, qui étaient offerts à partir des années 1620-1630. Ces vins, ces bouteilles avaient des bouchons. Mais à l'époque, il s'agissait de broclets. Il ne s'agissait pas de bouchons en liège. Le liège a été utilisé plus tard. D'autres questions? Alors, Béatrice vous remercie pour ces précisions. Alors, une remarque de Champagne LM. Le mot sparkling est entré dans le dictionnaire avant l'effervescence en France. Oui, alors par sparkling, le terme par sparkling au XVIIe siècle, le terme anglais signifiait étincelant, qui fait des étincelles, sparkling. Le sens mousseux n'est venu que beaucoup plus tard, avec le champagne. De même que le terme mousseux n'est apparu dans les dictionnaires de l'époque que dans les années 1720. Auparavant, le terme mousseux n'était pas utilisé. Il a fait son entrée dans le dictionnaire par l'intermédiaire du champagne. Et le terme mousseux a été défini dans un des dictionnaires de cette époque, donc vers 1720, comme mousseux se dit du champagne. Donc, c'est à ce moment-là que le terme mousseux est rentré dans le vocabulaire en France. Une question à propos de Pasteur. Comment peut-on dire que c'est donc en France qu'on a inventé le champagne? On a inventé le champagne. Oui, bien sûr, le champagne résulte d'un processus d'élaboration long, complexe, qui a été mis au point progressivement par plusieurs générations de champenois, chacun apportant sa pierre à la construction d'ensemble. Champagne, je l'ai dit, n'est pas sorti du cerveau d'un quelconque génie. Il a fallu du temps pour mettre au point ce processus d'élaboration. Il a fallu beaucoup d'expérimentation, beaucoup de tâtonnements pour progressivement arriver à définir un processus complet d'élaboration pour rendre le vin mousseux. Merci à tous pour vos questions. On a rarement eu autant de questions, donc merci pour votre participation. Une bibliographie. Voilà, donc la dernière question et la dernière demande, c'est est-ce que une bibliographie pourra être élaborée et mise à disposition? C'est une très très bonne suggestion et donc on va s'y atteler, hein, Jean-Luc. Vous aurez un petit peu de temps. Oui, bien sûr. Vous avez vu que Jean-Luc a une bibliothèque absolument impressionnante et beaucoup de loupes pour jouer au Sherlock Holmes. Jean-Luc, il est temps de vous remercier. Un mot pour la bibliographie, c'est intéressant. On le fera, oui. Tout ce que j'ai dit, je n'ai rien inventé. J'ai utilisé les matériaux qui figurent dans différents ouvrages ou dans différents documents.
Donc, je n'ai rien inventé, j'ai utilisé des matériaux, mais je les ai agencés de manière la plus efficace et la plus déterminante possible. Donc, tout ce que j'ai dit figure dans différents documents. J'ai repris tous ces éléments-là. Donc, on fera une bibliographie, oui, bien sûr. Merci à tous. On va donc, d'ici 24 ou 48 heures, mettre le replay sur notre chaîne YouTube. Et on mettra un petit peu plus tard, quand on aura reconstitué la bibliographie, on mettra en commentaire la bibliographie au sein de la chaîne YouTube. Et puis, on la mettra, peut-être, on va réfléchir. Est-ce qu'on la met au sein de notre site? Est-ce que je ne sais pas. On va voir. Mais en tout cas, on va la reconstituer avec l'aide de Jean-Luc. Et puis, on la mettra avec le replay d'ici 48 heures. Voilà, merci à tous. Merci de nous avoir consacré l'heure du déjeuner. Et je vous donne rendez-vous à 18h30 le 13 avril, soit au musée, soit en ligne. À très bientôt.